Bonjour. Bonjour à tous. Je remercie beaucoup ce congrès de m'avoir invité à vous faire partager notre pratique, qui en fait fait partie de notre pratique au quotidien dans notre hôpital sud-francilien. Effectivement, on a une grosse pratique de pompe à insuline et d'insulinothérapie fonctionnelle. Donc, pour commencer, on va aborder l'insulinothérapie fonctionnelle dans le diabète de type 1. Est-ce que vraiment cela a un intérêt pour nos patients? Et il y a eu quelques études. Il n'y a pas tant d'études que ça, parce que c'est assez complexe en fait à évaluer. Les programmes sont différents en fonction des hôpitaux, en fonction des pays. Mais en tout cas, la première grande étude qui a été réalisée pour évaluer un programme structuré d'insulinothérapie fonctionnelle sur 5 jours était une étude allemande qui datait de 1983 et incluant 88 patients. Et on voit que, comme vous pouvez regarder sur le graphique, l'hémoglobine glyquée a été améliorée à 12 mois de moins 1,6% d'hémoglobine glyquée, et cela s'est maintenu dans le temps. Cela a aussi permis une baisse du nombre d'hospitalisations, avec un chiffre passé de 10 auparavant, avant l'initiation à l'insulinothérapie fonctionnelle, versus un patient année. Donc ça peut avoir un véritable impact aussi en termes de santé publique. Un autre programme assez réputé du Royaume-Uni, le programme Daphné, a été étudié de manière randomisée et contrôlée chez 169 patients qui avaient un diabète de type 1. Et à 6 mois, de la même manière, on voit une baisse de l'hémoglobine glyquée de 9,4 à 8,4%, alors qu'il n'y avait pas de variation dans le groupe contrôle. Et dans cette étude, ils ont aussi noté qu'il y avait une réduction de l'impact négatif du diabète sur la liberté alimentaire, ainsi qu'une amélioration de leur qualité de vie globale. En revanche, il n'y avait pas d'augmentation significative du poids, parce que c'est un peu la préoccupation quand on démarre l'IF, c'est avec cette liberté alimentaire, est-ce que les patients vont prendre plus de poids? Et en l'occurrence, dans cette étude-là, ça n'était pas le cas. Il n'y avait pas de différence sur les hypoglycémies sévères. Par la suite, il y a l'étude Repose qui a montré l'efficacité de ce même programme Daphné sur 24 mois, cette fois-ci chez 260 patients qui étaient sous multi-injection avec une hémoglobine glyquée supérieure à 7,5%. Ils les ont randomisés en 2 groupes, un groupe en multi-injection, un groupe avec pompe. Et le critère principal était l'hémoglobine glyquée, encore une fois. On voit qu'il y a une baisse de l'hémoglobine glyquée dans tous les cas dans les 2 groupes, qui est plus importante dans le groupe pompe, de moins 0,85% et moins 0,42% dans le groupe multi-injection. Et la proportion de patients qui avaient atteint une hémoglobine glyquée en dessous de 7,5% à 24 mois était de 25% dans le groupe pompe et 23% dans le groupe multi-injection. Donc, tous les cas, on a une tendance au bénéfice avec peut-être un plus grand bénéfice sous pompe, mais attention, ces résultats n'étaient pas statistiquement significatifs. En revanche, concernant les hypoglycémies sévères, à 24 mois, dans les 2 groupes, donc on voit que ce programme d'insulinothérapie fonctionnelle a permis de réduire les hypoglycémies sévères. Il y avait aussi une amélioration de la qualité de vie dans les 2 groupes. En revanche, et ça on en reparlera par la suite, il y avait un plus grand nombre d'acidocétose dans le groupe pompe, 17 versus 5. Pour parler plus en pratique de l'insulinothérapie fonctionnelle, il faut savoir que cet outil en fait, thérapeutique, l'idée c'est vraiment de reproduire au plus près l'insulinosécrétion physiologique du pancréas. Et le principe, c'est vraiment que c'est le traitement qui doit s'adapter au mode de vie du patient et non l'inverse. Donc ces programmes-là, ils sont là pour aider le patient à trouver les clés qui vont lui permettre d'adapter son traitement aux différentes situations prévues et imprévues de sa vie quotidienne. Donc on aura la clé de l'insuline basale, la clé de l'insuline prandiale, la clé de l'insuline pour corriger la glycémie, la clé du resucrase adapté et encore d'autres qui correspondent à différentes situations de la vie du quotidien. Donc pour la clé de l'insuline basale ou débit de base pour les personnes qui sont sous pompe, on l'appelle encore l'insuline pour vivre, l'insuline basale. Comme vous le savez, cette insuline-là, elle ne doit jamais être arrêtée, même en cas de jeûne prolongé, puisque même lorsqu'on jeûne,
notre foie produit du sucre en continu et donc il nous faut une insuline qui couvre ce sucre-là. Le besoin moyen chez l'adulte, il est évalué à 0,3 unités kilo-jour, mais on sait qu'il varie en fonction, sur 24 heures en fonction de la journée. Et c'est là que la pompe a tout son intérêt par rapport aux injections, puisqu'on sait qu'on peut modifier les débits de base en fonction des moments de la journée. Par exemple, typiquement le matin au réveil, on sait qu'il y a le phénomène de l'aube, qui est très classique. On peut augmenter le débit de base à ce moment-là. Et donc adapter réellement aux besoins du patient, ce qui n'est pas possible sous injection. Par la suite, ça c'est une dose qui est théorique, le 0,3 unités kilo-jour, mais on devra réévaluer cette dose évidemment. Quand est-ce qu'on réévalue cette insuline basale? Eh bien, c'est toujours à distance de l'insuline rapide, au moins 4 heures après l'injection ou après le bolus, puisqu'on sait que les analogues de l'insuline rapide durent au moins 3 ou 4 heures. Donc on va regarder en fin de nuit, en fin de matinée ou en fin d'après-midi si la glycémie reste stable ou si elle a tendance à monter ou à descendre. Et c'est là que l'intérêt de la mesure continue de la glycémie est vraiment majeur comparé aux glycémies capillaires, puisqu'on peut regarder les courbes de glycémie sur la nuit et voir exactement ce qui se passe à distance des repas. Après, avec les glycémies capillaires, on pourra regarder la glycémie au coucher et la glycémie au réveil. Et l'idée, c'est que ces deux glycémies-là soient à peu près stables. Concernant le ratio dose basale, dose totale, il est classiquement fixé à 50% dans les études américaines, mais attention, il est très variable d'un individu à un autre. Par exemple, en France, il est plutôt de 30 à 40%. Cela va dépendre du poids aussi de l'individu, de l'alimentation plus ou moins riche en lipides. Donc après l'insuline, la clé de l'insuline basale, on verra la clé de l'insuline pour corriger la glycémie, ou ce qu'on appelle l'insulinosensibilité. Donc cette dose d'insuline pour corriger la glycémie, elle peut être faite avant le repas en la rajoutant à la dose d'insuline prandiale qui va couvrir le repas, ou à distance des repas, et ce sera donc un correctif qui sera isolé en cas d'hyperglycémie. Donc on peut l'appeler aussi, vous verrez dans les pompes à insuline, facteur de correction ou coefficient de sensibilité à l'insuline. Et nous, ce qu'on dit à nos patients, pour que ce soit plus intelligible, c'est en gros une unité d'analogue rapide fait baisser de combien votre glycémie. Donc en général, c'est autour de 40 chez un diabétique de type 1, mais ça peut varier. Les variations peuvent aller de 25 à 60, puis ça dépend s'ils sont en lune de miel. Voilà. On peut estimer cette dose, cette insulinosensibilité, cette dose pour corriger la glycémie, avec une formule très théorique qui est de 1800 divisé par la dose totale d'insuline. Donc ça peut être une base. Mais évidemment, ça sera très important de la réévaluer parce que c'est très théorique. Il faudra la réévaluer en pratique avec l'expérience du patient. Les autres paramètres à prendre en compte pour corriger la glycémie, c'est à partir de quelle glycémie on va corriger. Ça, on va définir le seuil de correction avec le patient. Il y a des patients qui vont vouloir corriger la glycémie tout de suite dès que la glycémie est supérieure à 120. Ce serait a priori les recommandations, mais certains vont peut-être avoir peur de l'hypoglycémie, préféreront corriger à partir de 150. À quelle glycémie aussi souhaite-t-on revenir? Donc c'est définir l'objectif de glycémie, toujours avec le patient, et ça s'adapte évidemment à l'âge du patient et à son état général, à ses comorbidités, puisqu'on sait que si le patient est plus âgé, l'objectif de glycémie sera plus large. Enfin, quand corriger par rapport à la dernière injection, puisqu'il faut tenir compte de la durée d'insuline active, qui donc, comme je l'ai dit, là, pour l'insuline rapide, l'analogue rapide dure 3 à 4 heures. Si on a fait un bolus ou une injection de rapide dans les 1 à 2 heures, il faut tenir compte qu'il y a encore un peu d'insuline active et donc peut-être réduire la correction de glycémie. On pourra aussi, avec la mesure continue de la glycémie, tenir compte des flèches de tendance, puisque si on est à 2 grammes, 2 grammes 50, mais qu'il y a une flèche vers le bas, donc ça veut dire que ça va baisser dans les 30 prochaines minutes, peut-être qu'on n'aura pas besoin de faire une correction de glycémie. Et donc, comme je disais, c'est très important de réévaluer ce facteur-là, selon l'expérience du patient, en analysant rétrospectivement les courbes de glycémie dans l'idéal ou les glycémies capillaires. Ensuite, la clé de l'insuline prandiale, donc les bolus quand on a une pompe.
il nécessite des prérequis, un apprentissage par le patient qui quand même prend un certain temps. Nous, on le fait en hôpital de semaine, en général sur 3-4 jours, puisque ça passe donc par ces prérequis-là. D'abord, connaître et repérer les aliments glucidiques dans son alimentation, ça c'est vraiment le principe de base. Puis savoir estimer le poids des aliments grâce à un œil exercé. Donc nous, on les fait pendant la semaine peser les aliments et estimer à l'aveugle combien ferait ce plat de pâtes, à combien ils évalueraient le poids. On a aussi des photos, parfois des applications comme GlucidCheck peuvent aider à avoir une idée du poids de l'aliment, ou avec des instruments comme une cuillère ou des bols, on peut utiliser ça aussi. Et enfin, identifier la teneur en glucides des aliments. Donc, par exemple, le riz, les pâtes, c'est 30%. Et cela, voilà, nous on distribue des livrets, mais encore une fois, il y a aussi des applications comme GlucidCheck qui peuvent aider. Et il y a aussi les emballages des aliments, hein, les étiquettes, leur apprendre aussi aux patients à savoir lire les étiquettes. À partir de ces 3 prérequis-là, et sur plusieurs jours, en ayant bien calculé les glucides que les patients ont ingérés et en regardant rétrospectivement les courbes, on va pouvoir déterminer le ratio glucides sur insuline. Ça, c'est ce qu'on va rentrer dans la pompe à insuline notamment. Et ça correspond donc au nombre de grammes de glucides pris en charge par une unité d'insuline. Donc par exemple, classiquement, on démarre avec une unité pour 10 grammes de glucides. Donc si quelqu'un mange 100 grammes de glucides, il va faire 10 unités. Cette estimation aussi, elle peut être évaluée initialement de manière théorique par la formule 500 divisée par la dose totale d'insuline. Nous, personnellement, on n'utilise pas trop cette formule-là. On les laisse faire d'abord comme ils auraient fait leur dose, et puis après, on réévalue rétrospectivement. Voilà, donc on réévalue toujours rétrospectivement en fonction de la glycémie avant, après le repas, en fonction des glucides, la quantité qu'ils ont comptée. Une fois qu'on a prédéfini ces paramètres-là, donc le patient va calculer sa dose d'insuline prandiale. Donc c'est toujours plus facile avec la pompe, puisque dans la pompe, tous les paramètres sont rentrés: ratio insuline-glucide, facteur de correction, insuline active. Et donc, il aura à rentrer sa glycémie, il aura à rentrer ses glucides, et la pompe va faire pour lui, grâce à l'assistant bolus, le calcul de la dose. Maintenant, on a aussi des applications qu'on peut utiliser qui aident pour les patients sous injection. Voilà, nous, on a MyLife qu'on utilise, qui peuvent aider les patients sous injection. Alors, quand est-ce qu'on injecte le bolus ou l'insuline rapide par rapport au repas ? Donc si c'est un analogue d'insuline rapide classique comme Novorapid, Humalog, on recommande d'injecter 15 minutes avant le début du repas, ce qui n'est pas forcément évident pour les patients parce qu'ils ne savent pas forcément ce qu'ils vont manger exactement. Maintenant, nous avons des analogues ultra rapides comme la Lyumjev ou la Fiasp qui agissent beaucoup plus rapidement et permettent d'injecter en fait en début de repas. Enfin, on pourra tenir compte du rôle des lipides dans le calcul de la dose prandiale. Alors ça, c'est pareil, assez théorique et c'est vraiment à l'appréciation de chaque patient. Mais on sait que à partir d'une certaine quantité de lipides consommés, en fait, on a une hyperglycémie qui vient plusieurs heures après le repas, même si on a bien calculé les glucides. Et donc là, encore une fois, c'est la pompe qui va nous aider là-dedans, puisqu'on pourra utiliser ce qu'on appelle le bolus carré, en fait, 50-50, c'est-à-dire que la pompe va délivrer le bolus en 2 fois, et donc sur une plus longue période. Et ça va permettre vraiment d'adapter plus finement. Et quand on a plus de 50 grammes de lipides consommés, donc il y a vraiment un repas très riche, je pense au fast-food par exemple pour les jeunes, on leur recommande d'augmenter de 20% leur bolus, en plus du bolus carré si possible. La clé du resucrage adapté. Donc là, ça c'est vraiment un paramètre important et compliqué pour les patients parce que souvent il y a une peur de l'hypoglycémie, il y a des symptômes qui ne sont pas agréables avec parfois même une sensation de mort imminente, donc en fait ils vont prendre tout ce qui passe pour vite remonter. Mais voilà, donc c'est important de revenir dessus en éducation thérapeutique, même sur le vécu de ces hypoglycémies pour essayer de travailler dessus parce que ça va être un facteur de variabilité glycémique, les resucrages excessifs. Et les recommandations, c'est si une hypo non sévère, donc en dessous de 70,
Dans l'idéal, il faudrait prendre uniquement 15 grammes de glucides, donc ça correspond à 3 morceaux de sucre, et de préférence sous forme de liquide, à température ambiante, c'est absorbé plus rapidement. Voilà, ou 3 morceaux de sucre, c'est très bien dans de l'eau ou dans la bouche. Et toujours attendre au moins 15 à 20 minutes pour recontrôler la glycémie. On sait que de toute façon, ça ne remontera pas avant. Et renouveler ce resucrage si l'hypoglycémie persiste. On sait en théorie que 15 grammes de sucre remonte la glycémie de 50 mg par décilitre de la glycémie dans les 15 minutes, dans 80% des cas. Cette quantité de resucrage doit aussi tenir compte de l'insuline active, comme je le disais, puisque si vous êtes en hypo 1 heure ou 2 heures après une injection, ça veut dire qu'il y aura encore de l'insuline active, donc peut-être qu'il faudra majorer le resucrage. Et enfin, la contribution de la mesure continue de la glycémie est assez importante ici, puisque les flèches de tendance vont aussi vous indiquer si vous allez tomber en hypo. Par exemple, si vous êtes à 1,20 g, mais que vous avez une flèche vers le bas, qui plus est une flèche vraiment très droite, là, vous allez pouvoir anticiper et prévenir l'hypoglycémie en vous resucrant avant même d'être en hypo. Enfin, la clé de l'activité physique. Alors ça, c'est encore une fois à l'appréciation de chaque patient. Chaque patient est différent, mais on recommande dans l'idéal, si c'est possible, de pratiquer l'activité physique plus de 3 heures après un repas, parce qu'on se met à distance de l'insuline active, de l'action de l'insuline, du bolus en fait, ou le matin à jeun, et de prendre plus ou moins une petite collation légère juste avant de partir, surtout si la glycémie est en dessous de 125. Ce qu'on recommande, c'est de partir pour une activité physique avec une glycémie entre 150 et 180. L'autre recommandation, c'est si on part avant 3 heures, dans les 3 heures après un repas, on sait qu'il y aura de l'insuline active du bolus, donc on recommande de réduire la dose du bolus qui précède l'activité de moins 25 à moins 75%. Le seul problème, c'est que du coup, il y a potentiellement une hyperglycémie postprandiale qui va arriver. Après, si on part à 200, 250, même pour l'activité physique, ça peut rester correct. Ça dépend de l'activité physique, encore une fois. On sait que l'activité physique qui va faire le plus baisser la glycémie, c'est tout ce qui est endurance et cardio. Par la suite, on peut aussi réduire ou stopper le débit basal de la pompe. Alors ça, on peut aussi l'anticiper 1 heure avant le début de l'activité physique pour démarrer à une glycémie, comme je vous le disais, autour de 180. Et on peut aussi réduire de moins 25 à 50% le bolus du repas suivant l'activité physique, puisque en fait la glycémie souvent va chuter par la suite, puisque les muscles ont pris tout le sucre. Et il y a une augmentation de la sensibilité à l'insuline les 12 à 24 heures qui suivent l'activité physique. On peut aussi décider de baisser le débit basal nocturne. Encore une fois, la pompe ici va être très aidante, puisqu'on pourra régler le débit basal temporaire comme on le souhaite. Concernant la pompe, alors je vais faire un rapide état des lieux historique et géographique. Donc en fait la première pompe c'était en 1963, c'est le docteur Arnold Kadish. Donc vous voyez c'était sous forme de sac à dos, c'était assez imposant, donc un peu compliqué à porter tous les jours. En 1974 on a un premier prototype de boucle semi-fermée avec une mesure de la glycémie en IV en continu. Donc ça aussi c'était en pratique un peu complexe au quotidien. Et c'est en 1976 que la première pompe portable est développée par Dean Kamen. Et voilà, et en 1983, ça y est, la pompe Minimed 502 sort. Donc après, à partir des années 90, on a une multiplication des modèles. Heureusement, ils sont de plus en plus petits, de plus en plus compacts. Après, on a une petite période de latence. Et puis, c'est à partir de 2009 que ça y est, on a une avancée un petit peu supplémentaire, qui est le premier système de stop avant hypo, Medtronic. En 2011, première pompe patch Omnipod de la société Insulette. Et 2017, première boucle fermée hybride ou boucle semi-fermée compacte qui est commercialisée. Donc c'était la Medtronic 670 qui était couplée au capteur Enlight 3.
En 2021, en France, il y a un remboursement des systèmes de boucle fermée. Voilà. Et puis, nous, on a commencé par Diabeloop, qui est un modèle français, puis Medtronic 780 et le Control IQ, qui associe la pompe T-Slim et le Dexcom G6. Et en 2022, on a la pompe patch Nano Medtrom, qui est une avancée en termes de taille, quand même, qui est beaucoup plus petit. Et surtout, les patients peuvent s'injecter des bolus avec leur téléphone portable, et ça, c'est un gros plus. Alors, l'évolution du recours à la pompe à insuline, elle démarre surtout dans les années 2000, hein, mais elle est très disparate en fonction des âges. Et c'est surtout la population pédiatrique qui en bénéficient. En tout cas, c'est des très bons candidats. Ils sont très privilégiés dans ce traitement-là, puisqu'on voit que les enfants de moins de 5 ans, alors ça, c'est des données autrichiennes et allemandes, il y a 92% des enfants de moins de 5 ans qui sont équipés de pompes en 2017. Donc la majorité. Les enfants de 5 à 10 ans, on était autour de 75%. Après, à l'adolescence, ça devient plus compliqué, comme vous le savez. Il y a le problème de la visibilité de la maladie aussi, et donc il y a un petit peu plus de rejet de la part des adolescents. Et finalement, les adultes, on arrive à un taux inférieur de port de pompe à insuline, voilà, autour de 40%. Et en France, c'est l'étude Entraide 3 de 2019 qui a retrouvé 36% de patients vivant avec un diabète de type 1 de plus de 18 ans qui étaient porteurs de pompe à insuline depuis au moins 12 mois. Donc la pompe à insuline n'est pas encore le traitement de référence dans le diabète de type 1 de l'adulte, mais il l'est en tout cas chez l'enfant. Donc il y a une disparité en termes d'âge, il y a aussi une disparité géographique. Comme je pense que vous le savez bien, puisque la majorité des pays en fait privilégient, comme vous voyez, les injections. Alors privilégier, c'est qu'ils n'ont pas forcément le choix. Voilà, soit l'Asie, l'Europe de l'Est, l'Amérique du Sud ou le Moyen-Orient, on est plutôt autour de 80-95% de port d'utilisation des injections, alors qu'en Europe de l'Ouest, on est quasiment à 50-50 pour la pompe et les injections. Donc il y a vraiment une disparité à l'échelle internationale. Et même en France, en fait, à l'échelle du territoire national, il y a une disparité puisqu'on a une variabilité du taux d'incidence annuel de l'initiation de pompe entre 0,1 et 7% patients. Alors, on va se poser aussi, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à cette pompe à insuline dans le diabète de type 1 ? Donc, tout comme l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est le même principe, essayer de reproduire au plus près de l'insulinosécrétion physiologique du pancréas, avec aussi une plus grande flexibilité de l'insulinothérapie. Puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, on peut adapter le débit de base aux besoins qui sont variables dans la journée, avec, voilà, le matin, parfois, comme vous pouvez voir, souvent il y a le phénomène d'effet de l'aube, donc on augmente le débit de base à ce moment-là, et puis parfois la nuit on a moins besoin. Voilà, on peut vraiment adapter aux besoins du patient. Affiner les bolus aussi, ça c'est un intérêt de la pompe, comme on l'a vu précédemment. L'assistant bolus est une grande aide pour la pratique de l'insulinothérapie fonctionnelle. La durée d'insuline active aussi, on sait à peu près, la pompe va décompter l'insuline active pour le calcul du bolus suivant. Et on a aussi plusieurs options, comme pour les repas gras dont je vous ai parlé, de faire des bolus carrés, des bolus duos, en fait, où on va répartir l'administration du bolus sur plusieurs heures. Enfin, cette pompe permet aussi de s'adapter au mode de vie, avec des variations des besoins en insuline en fonction des périodes. Par exemple, quand on est malade, on peut créer un schéma basal. En fait, on peut créer plusieurs schémas basaux dans une pompe à insuline. Donc, quand on est malade, par exemple, on a plus besoin d'insuline. Donc, on peut faire un autre schéma avec des débits plus importants. Un schéma, par exemple, week-end aussi, et un schéma travail la semaine. Et on peut alterner entre ces différents schémas. Ce qui est moins facile avec les injections. Et encore une fois, pour l'activité physique, avec les débits, la possibilité de faire un débit basal temporaire en diminuant d'un certain pourcentage le débit sur une durée déterminée. A priori, on a montré qu'il y avait quand même un bénéfice sur l'amélioration de l'équilibre glycémique
et une diminution du nombre des hypoglycémies. Donc ça, c'est une grande méta-analyse qui date de 2008, qui a recensé des essais randomisés et avant-après entre 1996 et 2006, que ce soit chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte, quel que soit le type d'insuline. Et cette méta-analyse-là a retrouvé une diminution moyenne de moins 0,6% d'hémoglobine glyquée, pompe versus injection. Concernant les hypoglycémies sévères, cette même méta-analyse a montré qu'il y avait 4 fois moins d'hypoglycémies sévères sous pompe à insuline versus multi-injection. Et évidemment, les déterminants du bénéfice de cette pompe sur l'équilibre métabolique, c'est l'équilibre, l'hémoglobine glyquée de départ, puisque évidemment, si on part d'une hémoglobine glyquée de 7%, le gain sera moindre. En revanche, quand on met une pompe à insuline chez un patient qui a 9% d'hémoglobine glyquée, on a davantage de gains, en tout cas de chances d'avoir un gain d'hémoglobine glyquée. Vous voyez là, il était à plus de 1%. Les déterminantes du bénéfice de cette pompe sur le risque d'hypoglycémie sévère, c'est aussi la fréquence initiale des hypoglycémies sévères. Plus on fait d'hypoglycémie sévère à la base, plus le gain va être important. L'âge du patient, on sait que plus on est âgé, plus on a de risque d'hypoglycémie. Et la durée d'évolution du diabète, puisque plus le diabète évolue, plus le diabète est instable, et donc on a un plus grand risque d'hypo. Donc je vous ai mis cette courbe du DCCT, qui est cette grande étude avec un traitement intensif, qui a montré qu'en fait, plus on baissait l'hémoglobine glyquée, plus malheureusement il y avait le risque de faire un grand nombre d'hypoglycémies sévères. Mais ça, donc, c'était sous injection. Et en fait, sous pompe à insuline, on a d'autres études qui ont montré que ça réduisait le risque d'hypoglycémie sévère, même si on améliore l'hémoglobine glyquée. Donc on peut intensifier le traitement sans augmenter le risque d'hypoglycémie sévère avec la pompe à insuline. Néanmoins, il y a 2 avancées parallèles majeures qui ont relativisé le bénéfice métabolique de ces pompes à insuline. C'est l'arrivée des premiers analogues rapides de l'insuline humaine en 1996, l'ISPRO, et le développement de la mesure continue du glucose à partir des années 2000. Donc on va se pencher un petit peu plus là-dessus. Et du coup, pour nuancer un peu tous ces bénéfices de la pompe, il y a une autre méta-analyse plus récente de 2012 qui ont inclus cette fois-ci des études donc plus récentes comprenant l'analogue de l'insuline humaine. Et dans cette méta-analyse-là, l'effet était significatif, mais assez modeste en réalité sur l'hémoglobine glyquée sous pompe à insuline, donc de moins 0,3%. Et comme vous voyez, en plus, dans ce moins 0,3%, il y a surtout une étude qui drive ce chiffre-là. Et si on l'enlève, en fait, on passe à... Il n'y a plus d'effet, en fait, il n'y a plus de diminution de l'hémoglobine glyquée. Et sur les hypoglycémies sévères, en fait, cette méta-analyse n'avait pas retrouvé d'effet significatif sur le risque d'hypo sévère. Concernant l'effet de la mesure continue du glucose, donc on a cette étude du Diabetes Care de 2020, commissaire de study, qui est une étude de vraie vie sur 3 ans, 94 patients qui avaient un diabète de type 1. Et voilà, je trouve que ce schéma est assez parlant. Donc les 2 courbes en bleu, en fait, c'est des courbes avec la mesure continue de la glycémie. Qu'il y ait multi-injection ou pompe, il y a de toute façon une baisse de l'hémoglobine glyquée. Alors que si on reste à la glycémie capillaire, vous voyez qu'en rouge, il y a une petite baisse, mais c'est quand même assez minime. Et il y a une vraie différence entre quand on a une mesure continue de la glycémie et quand on a une glycémie capillaire qui est une pompe ou pas. De la même manière, dans cette même étude, le temps passé dans la cible est bien plus important lorsqu'on a une mesure continue de la glycémie. Vous voyez, elle passe de 48 à 69% sous multi-injection et là de 51 à 72% sous pompe. Alors qu'en glycémie capillaire, on a une augmentation qui est assez modeste. Et de la même manière, le temps passé sous la cible, en dessous de 70, est plus important quand on a il est réduit, lorsqu'on a une mesure continue de la glycémie comparée aux glycémies capillaires. Et il y a une petite différence quand on a la pompe, c'est un petit peu mieux, mais c'était pas significatif. Voilà,
Après, l'autre question qu'on se pose, hormis les chiffres, c'est quand même l'amélioration de la qualité de vie des patients. Alors ça, c'est un paramètre qui est toujours difficile à évaluer, puisqu'on a une grande hétérogénéité des outils utilisés. On a des questionnaires qui sont très généralistes, on a des questionnaires qui sont spécialisés dans le diabète, mais qui sont différents. On a le DICOL, par exemple, qui évalue l'impact du diabète au quotidien, les inquiétudes, que ce soit liées au diabète ou socio-professionnelles, la satisfaction vis-à-vis du traitement, donc c'est assez général. Le DTSQ, qui est plus ciblé sur la satisfaction du traitement, et le HFS, qui est plus ciblé hypoglycémie. Donc il y a une méta-analyse de 2010 qui répertorie toutes ces évaluations de la qualité de vie via ces questionnaires, différents questionnaires, pompe versus injection. Et effectivement, on a quand même pas mal d'études qui montrent qu'il y a un bénéfice en termes de qualité de vie sur différents questionnaires. Donc on voit des TSQ, des COL, voilà, il y en a plusieurs. Mais il y a d'autres études qui montrent que ce n'est pas significatif. Donc, il y a probablement quand même une amélioration de la qualité de vie des patients, mais elle n'est pas toujours tangible, et probablement elle dépend beaucoup de chaque patient en fait. Et donc l'idée, c'est de recueillir les attentes d'abord du patient. Alors, pour parler du devenir des patients mis sous pompe, nous on a fait une étude dans notre service sur 315 patients, dont 74% de patients ayant un diabète de type 1, mis sous pompe de 2015 à 2018. Et on a évalué le nombre d'arrêts après 18 mois. Il y a eu 20% d'arrêts après 18 mois, comme vous voyez sur la courbe là, qui baisse à 18 mois. Donc les raisons principales de ces arrêts, souvent c'est une incompatibilité avec le mode de vie, surtout une image corporelle, voilà, c'est pas pratique, ça se voit. Parfois c'est une décision médicale, des problèmes techniques aussi jugés trop récurrents par le patient, des obstructions, des insertions de cathéter, et parfois aussi une mauvaise tolérance cutanée comme on peut avoir aussi dans les capteurs. Et les facteurs associés à l'arrêt de la pompe retrouvés dans cette étude, c'était d'avoir déjà eu une pompe et de l'avoir déjà arrêtée, ça c'est un facteur de risque d'arrêt. Avoir fait une hypoglycémie sévère au cours des 12 derniers mois, parce que forcément du coup c'est associé à la pompe, par le patient en tout cas, et avoir un marqueur de précarité. Le risque principal de cette pompe pour le patient qui a un diabète de type 1, je pense que vous le savez, c'est l'acidocétose par mauvaise diffusion d'insuline, comme je disais, donc soit obstruction ou des insertions du cathéter, et puis parfois même un oubli, voilà, de remplir le réservoir d'insuline tout simplement. Et donc les recommandations sont assez strictes là-dessus, c'est vraiment un prérequis pour la mise sous pompe, en tout cas d'éduquer le patient à cela. Donc c'est d'abord contrôler régulièrement sa glycémie, dans l'idéal avec une mesure continue de la glycémie, pour pouvoir être alerté, parce que vous savez qu'il y a des capteurs qui donnent avec des alarmes, qui préviennent le patient quand il est trop en hyper ou trop en hypo, ou en tout cas qui anticipent, permettent d'anticiper. Et surtout, d'avoir le réflexe de contrôler la cétonémie ou la cétonurie si la glycémie, alors pas si la glycémie, dès que la glycémie est élevée est supérieure à 2,5, ça je sais qu'on l'a appris très longtemps, enfin, en tout cas en France on l'a beaucoup appris dans les livres, c'est ce qui a marqué. Je pense que ça c'est pas forcément le message à passer, puisqu'en fait 2,50 g, ils sont souvent à 2,50 g après manger, enfin, ça peut arriver quand même régulièrement, donc c'est plutôt de dire, c'est si la glycémie est élevée de manière prolongée et anormal, alors qu'il a fait le bolus, et voilà, il continue à être 3 grammes, et malgré des bolus répétés, voilà, là il faut réagir, et on contrôle l'acétone, et s'il y a de l'acétone, on change le cathéter, et on fait une injection au stylo d'insuline rapide, et aussi d'être alerté avec un symptôme digestif comme la douleur abdominale, les nausées, les vomissements. C'est souvent, il y a beaucoup de confusion souvent avec la gastro, et ça c'est vraiment le gros piège, c'est qu'on se dit j'ai une gastro, il faut que je fasse moins d'insuline parce que je mange moins, et en fait c'est un cercle vicieux. Alors là du coup c'est l'acidocétose assurée. Donc il y a un gros travail d'éducation là-dessus du patient, mais en tout cas la plupart des études rapportent plutôt une baisse du nombre d'acidocétose chez les patients sous pompe à insuline comparé aux patients sous multi-injection, comme cette grosse étude internationale observationnelle, la SWEET Study, qui est parue dans Diabetes Care en 2021. C'était quand même un registre de plus de 25 000 patients, et ils retrouvaient une baisse du nombre d'acidocétose. Et de la même manière, dans cette grande étude allemande aussi multicentrique, portant sur 30 000 patients qui avaient un diabète de type 1, alors ça c'était des patients de moins de 20 ans,
la différence entre pompe à insuline et injection sur le taux d'acidocétose était de moins 0,63, c'était significatif. Et sur les hypoglycémies sévères aussi, il y avait une différence de moins 4,42. Donc voilà, donc c'était plutôt rassurant, c'est vraiment des études qui sont rassurantes. Alors après, il y a quand même un biais aussi, c'est des patients, comme on disait, qui sont assez éduqués, souvent sous pompe à insuline, et motivés, voilà, mais tant mieux. Pour nuancer ça, il y a quand même un registre suédois de 89 cas d'acidocétose qui ont été répertoriés sur 2 ans chez des patients de 0 à 18 ans. Donc sur ces 99 cas d'acidocétose, finalement, on a retrouvé plus, vraiment beaucoup plus, vous voyez en noir, c'est les patients sous pompe, et là, c'est les patients sous multi-injection, donc il y a vraiment un gros différentiel. Mais c'était des acidocétoses légères, voilà. Et en revanche, quand on regarde les acidocétoses modérées à sévères, il n'y avait pas de différence significative entre les patients sous injection et les patients sous pompe. Donc, voilà, alors quand ce qu'on appelle légère, c'est un pH entre 7,29 et 7,20. Voilà. L'hémoglobine glyquée, par ailleurs, était plus basse chez les enfants sous pompe que chez les enfants sous multi-injection. C'était significatif. De la même manière pour les sous-groupes d'acidocétose. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que dans cette étude, l'utilisation de la mesure continue de la glycémie était plus importante dans le groupe pompe, 58% versus 29% dans le groupe multi-injection. Et l'accès à la mesure de l'acétone était aussi beaucoup plus important chez les patients sous pompe. 98% des patients sous pompe avaient accès à une mesure de cétonémie, alors qu'il n'y avait que 68% des patients sous multi-injection qui avaient accès à une mesure de cétonémie. Donc ça, c'est un message assez important, je trouve. C'est que quand même les patients sous pompe à insuline sont, de manière générale, mieux éduqués à l'acidocétose, puisque c'est une complication qui est plus fréquente que quand on est sous multi-injection, ce qui permettrait d'éviter donc les cas sévères, comme on peut voir là dans cette étude-là. En pratique, donc les recommandations de l'ADA et de l'EASD de 2021, c'est d'abord d'évaluer l'équilibre métabolique, d'où on part. Dans tous les cas, équilibré ou pas équilibré, c'est d'encourager la pratique de l'insulinothérapie fonctionnelle. Ensuite, de proposer la mesure continue de la glycémie. D'évaluer le choix et la demande du patient, ainsi que les moyens financiers du patient. Et à ce moment-là, on peut proposer une pompe en fonction de la volonté du patient et surtout de ses moyens financiers. Mais en tout cas, dans ces recommandations-là, ils disent que la mesure continue de la glycémie est à privilégier s'il faut choisir entre pompe et MCG. Alors, l'intérêt de la pompe à insuline dans le diabète de type 2, il est quand même moins franc. On s'en doutait un petit peu. Dans la même méta-analyse que j'avais citée de 2012, il y a une diminution non significative de l'hémoglobine glyquée de moins 0,18% et il n'y a pas de différence sur les hyposévères. Et il y a un essai randomisé multicentrique international de 2014 qui portait sur 330 patients qui avaient un diabète de type 2 mal équilibré, avec une hémoglobine glyquée entre 8 et 12%. En dehors de la pompe à insuline, il n'avait que de la metformine, il n'y avait pas d'agoniste du GLP-1 ni d'inhibiteur du SGLT2. Ces patients-là avaient eu un run-in de 2 mois pour optimiser leur traitement, multi-injection, avant la randomisation. Donc ils sont partis après le run-in à une hémoglobine glyquée de 9%. Et vous voyez que quand même entre la pompe et les multi-injections, il y a un gain de moins 0,7% à 27 semaines. Et ça, c'est une des préoccupations aussi par rapport au poids. Il n'y a pas de différence significative sur l'évolution du poids. Souvent, quand on met sous pompe à insuline, c'est toujours un peu l'inquiétude dans le diabète de type 2. Et là, il n'y avait pas de différence. Et en revanche, il y avait plutôt une évolution de la dose journalière d'insuline qui était plutôt en faveur de la pompe, parce qu'il y avait une baisse de la dose totale d'insuline sous pompe. Voilà, je ne sais pas, alors là je voulais passer au cas pratique. Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous avez des questions d'abord sur cette partie un peu plus théorique? Ou est-ce qu'on passe tout de suite au cas pratique et on fait les questions après?
Merci beaucoup, docteur Errol Manouf, pour cette excellente présentation. La première partie de cet atelier, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Sur le plan personnel, je parle toujours. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette première partie, disons théorique, avant de passer à la partie pratique? Oui? Une question devant, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette excellente présentation, très pratique avant de passer à la pratique, puisque vous avez dit ne jamais arrêter l'insuline basale, mais on peut quand même baisser. C'est vrai qu'on a vu que quand il y avait des jeûnes prolongés, alors en fait je crois que c'est au-delà de 12 heures, 10-12 heures, on a une baisse des besoins en insuline basale. Ouais. Donc on peut effectivement baisser, oui c'est vrai que c'est une bonne idée. Mais Merci. Surtout pas l'arrêter, c'est juste ça. Oui, merci. D'autres questions dans la salle? Non? Moi j'ai plusieurs questions, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc la première, est-ce que on voit que quand on fait de l'insulinothérapie fonctionnelle, par exemple dans notre pratique, on convoque entre 5 et 10 patients diabétiques de type 1 et on sent l'enthousiasme, la motivation au début, mais après 3 mois, 6 mois, une année, on perd des patients carrément. C'est-à-dire même, ils ne reviennent même plus en consultation pour des contrôles. Est-ce que vous avez la même chose en France, c'est-à-dire les patients qui... Vous leur avez fait peur, c'est Je ça? parle beaucoup plus de l'insulinothérapie fonctionnelle. Oui, bien sûr. Non, nous aussi, hein, je vous rassure. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant d'études très... là, je vous ai vraiment montré les grandes études qui étaient très positives sur l'insulinothérapie fonctionnelle. Il y a aussi pas mal d'études qui montrent qu'il n'y a pas forcément d'amélioration de l'équilibre métabolique. Mais je crois qu'en fait, l'idée, c'est plutôt de leur donner cet outil-là, qu'ils aient au moins des bases, et puis en fait qu'ils puissent s'en servir un peu quand ils veulent. Donc il ne faut pas être trop, nous aussi ça nous arrive, mais il faut essayer de ne pas être trop rigide non plus sur l'insulinothérapie fonctionnelle, parce qu'en fait quand il y a trop de rigidité, les gens ils lâchent, comme vous dites. En fait ils sont motivés au début, et puis après c'est trop dur de maintenir dans le temps. Mais au moins, en tout cas, ils ont eu cette éducation-là initiale et ils pourront y revenir s'ils le souhaitent. Après, est-ce qu'on a des patients qui viennent plus? Enfin, oui, moi j'ai des patients j'ai beaucoup de jeunes et adolescents, donc en fait, ils fuient l'hôpital en général. Mais c'est pas forcément lié à l'IF. Mais peut-être que voilà, c'est peut-être présenter ça comme quelque chose de plus souple, qui s'adapte à chaque patient. Et puis, c'est pas grave s'ils font pas les choses de manière très rigoureuse, mais au moins ils ont ça dans leur bagage. Et puis par rapport à l'épreuve de jeûne, vous n'en avez pas parlé, est-ce que vous la pratiquez? Le jeûne glucidique? Oui. Vous la pratiquez toujours ou non? Eh ben, ça dépend des hôpitaux. Nous, on la pratique. Alors moi, ça fait 6 ans que je suis à l'hôpital suisse-francilien, on ne l'a jamais fait, mais je crois qu'ils le faisaient avant. Il y a des études qui ont montré, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur en cas de jeûne prolongé, la diminution de l'insuline basale. En fait, on s'est rendu compte qu'au bout de 10-12 heures, il y a une diminution des besoins quand on jeûne basaux. Et donc, en fait, on sous-estime toujours la basale quand on fait une épreuve de jeûne glucidique. Donc, ça biaise un petit peu. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on a décidé de ne plus la faire. Donc, voilà, il y a des hôpitaux qui continuent à le faire quand même. Il faut juste savoir que probablement, vous allez devoir remonter, après l'épreuve de jeûne, les besoins basaux. Mais malgré ça, ça reste un moyen éducatif par rapport oui, par contre, je suis d'accord avec vous. Oui, tout à fait. Par rapport au resucrage, par rapport pour l'estimation de oui, c'est un bon moyen éducatif. Ouais, je suis d'accord. Je crois que cette épreuve a toujours de la place. Je crois qu'il y a une autre question dans la salle. Oui. Bonjour. Donc, d'abord, merci pour la qualité de votre présentation. Ma question était par rapport au risque de décompensation en euglycémie. Donc, y a-t-il un risque et par quel biais? Alors, en euglycémie, quand même chez le type 1, c'est rare. Ça, on le voit beaucoup quand on a un inhibiteur du SGLT2. Donc, alors, ça peut arriver de prescrire un inhibiteur du SGLT2 chez un type 1, mais c'est pas recommandé. Aux États-Unis, ils le font un petit peu. Donc là, c'est vraiment le gros risque, c'est effectivement l'acidocétose en euglycémie. Après, ça peut arriver. Alors, c'est
initialement, sinon, c'est quand même, moi j'ai rarement vu. Ce qui peut arriver, c'est que vous êtes en acidocétose, ou en tout cas vous avez de la cétone en hyperglycémie, vous faites une dose de rapide de correction, donc vous corrigez la glycémie, vous avez encore de la cétone. Donc vous vous retrouvez effectivement en euglycémie avec de l'acétone, et donc en fait c'est là où on dit aux patients, en fait c'est là où il faut aller à l'hôpital, parce qu'il faut vous perfuser du sucre pour vous mettre des doses importantes d'insuline, parce qu'en fait à domicile c'est plus possible. Ou alors on peut, alors ça dépend du taux d'acétone aussi, s'il y a un taux de cétone qui est modéré, voilà, en dessous de 1, 1,5, éventuellement ça peut se gérer à domicile, il peut prendre une collation et refaire une dose d'insuline. Et peut-être que ça permettra de faire partir l'acétone. Mais voilà, au-delà de 1,5, si on est en euglycémie avec de l'acétone, on recommande quand même d'aller à l'hôpital pour pouvoir être perfusé en sucre et mettre des doses importantes d'insuline pour pouvoir faire partir l'acétone. Bonjour. Ma question concerne la pompe. Est-ce qu'il y a des règles d'hygiène de vie ou des précautions particulières à prendre pour éviter les bugs techniques, comme par exemple quand le cathéter se bouge ou qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a des précautions à expliquer aux patients pour éviter ça? J'ai pas de... C'est des règles d'hygiène assez élémentaires, comme désinfecter la peau avant d'insérer le cathéter. Et après, ça, c'est vraiment l'éducation avec l'infirmière sur les techniques de pose. Après, je sais qu'il y a différents types de cathéters. Il y a des patients qui n'arrivent pas avec les cathéters classiques et on propose des cathéters en tangentiel. Voilà, c'est des petites options. Après, en termes pratico-pratiques, je n'ai pas de recommandations particulières à part la base de l'hygiène. Si vous permettez un complément pour cette réponse pour cette question, il y a l'éducation thérapeutique, il y a les prestataires techniques de la pompe, de la société qui développe la pompe. Et puis, il faut c'est-à-dire conseiller les patients à avoir toujours de l'insuline sous forme de stylo à côté, parce que qui dit un problème technique, quand on parle de pompe, arrêt technique de l'infusion d'insuline, au bout d'une heure, c'est l'ADAC. Ce n'est pas comme le schéma basal-bolus ou avec les 4 ou 5 injections par jour. Donc, on a toujours cette basale qui est toujours circulante, mais avec la pompe, généralement, quand il y a une interruption de l'infusion de l'insuline, c'est l'ADAC au bout d'une heure. Donc, toujours avoir une réserve d'injection d'insuline sous forme de stylo. Je crois qu'il y a une autre question. C'est bon. Excusez-moi, vous avez dit que la pompe est pourvoyeuse de beaucoup plus de décompensation acidocétosique que les multiples injections, et ça reste quand même la première indication chez la population pédiatrique. Alors, j'ai pas dit tout à fait ça, j'ai nuancé, parce qu'il y a des études qui montrent qu'il y avait moins d'acidocétose avec la pompe à insuline, et il y a c'est l'étude suédoise, le registre suédois qui disait qu'il y avait plus d'acidocétose, mais légère, comparée aux acidocétoses. Et en termes pédiatriques, oui, mais en fait, les enfants, parce que c'est souvent des enfants en dessous de 10 ans qui sont en grande majorité sous pompe à insuline, c'est les parents qui gèrent, et donc ils sont très très précautionneux en général. Et voilà, donc en fait, il n'y a pas eu... le registre suédois, c'était quand même des enfants de 0 à 17 ans. C'était moins inquiétant dans le sens où c'était pas des acidoses sévères. En fait, voilà, les recommandations chez l'enfant, c'est effectivement mettre une pompe à insuline aussi en termes pratiques pour éviter des injections, des multi-injections quotidiennes pour le petit. On va laisser les autres questions après la partie pratique pour ne pas déborder sur le timing. Donc, vous continuez. Merci. Bon, alors l'idée, c'est que vous essayez de participer. Donc, comme ils vous l'ont dit dans la présentation, moi, je m'occupe beaucoup des adolescents et jeunes adultes. Donc, j'ai pris 2 cas d'ados jeunes adultes. On sait que l'adolescence, elle dure jusqu'à 25 ans. Donc Soigny, elle a 19 ans, elle a un diabète de type 1 depuis 2015, donc 8 années d'évolution de diabète, et en fait elle fait partie des gens du voyage, elle travaille dans les foires, et donc elle a des horaires de repas très irréguliers, il y a un peu de grignotage sans insuline notamment,
Elle est traitée en multi-injection parce que, alors là, surtout pas de pompe à insuline. Elle était vraiment contre toute son adolescence, parce qu'elle voulait surtout pas que ce soit visible aux yeux des autres et que ça la gêne dans son quotidien. Elle se contrôle la glycémie au niveau capillaire, en fait avec le même raisonnement qu'elle veut rien de connecté sur elle, qui lui rappelle sa maladie en fait. L'insulinothérapie fonctionnelle, elle a été initiée en pédiatrie, elle la pratique occasionnellement quand elle a le temps, mais pas plus. L'équilibre glycémique, il est difficile depuis plusieurs années, donc typiquement l'adolescence, l'hémoglobine glyquée monte et elle a une hémoglobine glyquée depuis quelques années autour de 10%. Et sa dose totale quotidienne est de 40 unités jour. Et donc moi, je la vois en consultation de transition après la pédiatrie en septembre 2021. Et on discute un petit peu autour des diverses options thérapeutiques dont elle pourrait bénéficier pour l'aider à améliorer son diabète. Qu'est-ce que vous proposez ? Je réponds. Est-ce qu'on peut revenir On passe le micro ou je... Ouais. La diapo, s'il vous plaît. La diapo, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des propositions dans la salle ? Oui, alors on discute, mais on peut faire une proposition, après on verra ce qu'elle en dit. La pompe, et alors du coup, alors, je sais que vous avez pas toutes les pompes à insuline, mais au vu du tableau, qu'est-ce que vous proposeriez en première intention pour elle ? Alors, peut-être refaire une autre formation en insulinothérapie fonctionnelle, d'autant plus que oui, ouais, ça aussi. Actuellement, elle a 19 ans, donc elle est plus mûre et plus mature, donc plus stable. Et peut-être proposer également le CGM avant de penser à mettre une pompe. Ouais. Donc comme j'ai dit, si on hésite entre les deux, parce que là on sait qu'elle veut rien de connecté sur elle, donc en gros c'est soit la pompe, c'était un peu ça la discussion avec elle, soit la pompe, soit le capteur. Moi je vais plutôt proposer le capteur parce que déjà je voulais savoir ce qui se passe, parce que j'avais pas beaucoup de glycémie, et je voulais déjà savoir ce qui se passait la journée, la nuit, et comprendre un peu mieux son diabète. Et elle était d'accord pour porter le capteur, donc effectivement la première étape ça a été ça, c'était de poser le capteur. Donc nous c'était un Dexcom G6, donc en février 2023, vous avez vu, j'ai mis 2 ans à la convaincre. Et donc j'obtiens ça avec le capteur au bout de, je pense, 3-4 mois. Donc ça, c'est des courbes sur MyDiaby. Le Dexcom G6, il est relié à MyDiaby. Donc c'est pas trop ça quand même. 10% d'hémoglobine glyquée, 25% du temps passé dans la cible, 0,2% en hypo. Bon, c'est pas trop son problème l'hypo, et 42% au-dessus de 250. Bon, donc là, ce capteur-là et ces courbes, parce qu'en fait en consultation on discute ensemble des courbes des patients, voilà, moi je leur montre vraiment leurs résultats et on va au cas par cas, on regarde les courbes du quotidien pour essayer d'expliquer pourquoi ce diabète est élevé. Et déjà ça lui a permis de réaliser, même si effectivement elle avait ses hémoglobines glyquées, il y avait parfois des glycémies capillaires qui étaient bonnes. Donc elle disait oui mais ça va, en général mes glycémies elles sont pas trop mal. Donc là ça m'a permis de montrer, non en fait regarde ce qui se passe tout le reste de la journée. Donc voilà, c'était une première étape. Peut-être que aussi elle a commencé à porter le Dexcom, ça l'a pas dérangée, elle s'est rendue compte finalement que c'était pas si terrible que ça. Et donc, la voyant plutôt ouverte et réceptive, je lui ai proposé à ce moment-là une pompe. Et donc, dans ce contexte, quelle pompe vous auriez proposé ? Alors, qu'est-ce que vous proposez comme pompe ? C'est facile parce que c'est quand même une pompe qui est accessible chez vous. Qui est réticente C'est une patiente qui était réticente à tout appareil. Là, elle ne veut pas trop que ce soit visible. Oui. Et elle a 40 unités jour de besoin. Donc du coup, je lui ai proposé une pompe Medtrom, puisque c'est la plus petite des pompes.
la moins visible, qu'on peut faire des bolus avec son téléphone portable, on n'est pas encombré par une autre télécommande, ce qui l'embêtait. Et surtout, elle était éligible à ça puisqu'elle était à 40 unités jour de besoin et que les Metrom, c'est comme l'Omnipod en fait, hein, c'est un réservoir de 200. Donc elle était la candidate parfaite. Voilà. Donc juin 2023, elle accepte l'essai de pompe patch. On lui met là début septembre, donc c'est tout récent. Et je vous montre du coup un mois après la pose de pompe. Donc on n'est pas encore aux objectifs de recommandation, mais quand même, vous avez vu qu'il y a de l'amélioration. On a une hémoglobine glycée qui est passée de 10 à 8,8 et 38% dans la cible, on a gagné 13%. Donc moi je prends, même si c'est pas parfait. Voilà, mais moi, ayant l'habitude de m'occuper des jeunes, je sais que de toute façon les objectifs sont à relativiser. Déjà, si on arrive à gagner 1,5% d'hémoglobine glycée, si on passe de 12 à 10, on est content déjà. Voilà. Ce qui est positif chez cette patiente également, c'est qu'a priori, elle ne fait pas d'hypoglycémie. Donc on a de la marge pour augmenter les doses. Oui, on a de la marge. Et du coup, on peut se demander s'il n'y a pas une petite peur de l'hypoglycémie aussi quand on voit ces courbes-là, qui sont juste au-dessus de la moyenne. C'est que souvent, elle a un coefficient de variabilité, vous voyez, à 33%, ce qui n'est pas beaucoup, en fait, c'est pas très variable. C'est assez typique des gens qui ont peur de l'hypo, en fait. Ils font les choses, ils font les bolus, mais ils sous-estiment toujours un peu pour pas revenir trop bas, pour être sûr de pas... Voilà. Et donc, en fait, ils restent en permanence entre 180 et 250, quoi. Voilà. Je passe au deuxième cas. Joey, 20 ans, diabète de type 1 depuis 2008, donc à l'âge... Oui, allez-y. Pour la première patiente, est-ce que vous avez augmenté la dose oui. Les débits de base alors là, en voyant les glycémies, alors je crois que surtout il y avait... alors il y avait un problème... Alors déjà, il y a des bolus qu'elle ne faisait pas. Donc, déjà pour moi, la base, c'était ça, parce qu'en fait, on peut augmenter les ratios, on peut augmenter les doses, mais si elle ne fait pas les bolus, ça ne servira à rien. Alors, elle faisait effectivement souvent son bolus de midi, vous voyez, là, ça redescend, mais elle ne faisait pas son bolus de son goûter, en fait. Enfin, c'était considéré un peu comme un grignotage. Et donc, on a... travailler surtout sur ça, sur essayer de penser à faire son bolus de grignotage. En débit de base, vous voyez, là, si on regarde la nuit, c'est pas, on se dit voilà, ça monte pas, c'est pas franc. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit. La première étape, c'était déjà de faire son bolus de grignotage. Donc parfois, je propose de mettre des rappels. Ça marche pas tout le temps, mais voilà. Et là, le soir aussi, vous voyez, ça monte un peu, et c'est ça qui fait que ça redescend pas assez, c'est que le bolus du soir n'était pas suffisant non plus. C'est bon? Donc Joey, donc diabète à l'âge de 10 ans. Il était suivi à Fontainebleau, qui est dans la région à côté de chez nous, de Corbeil, et rupture de suivi depuis 1 ou 2 ans quand je le récupère parce que il a perdu sa maman notamment, et donc beaucoup dans le rejet de sa maladie. Donc il est sous multi-injection, mais il avait déjà essayé la pompe à insuline vers l'âge de 11-12 ans, je crois, pendant 2 ans au collège. Mais il a décidé d'arrêter car ne trouvait pas la pratique dans son quotidien. Voilà, il se plaignait vraiment de la douche, tout ça, enfin, ça se décollait. Voilà. Il ne se surveille pas du tout la glycémie, vraiment aucune. Il veut même pas savoir ce qui se passe. Il a été initié à l'insulinothérapie fonctionnelle, mais il ne la pratique pas parce qu'il dit que c'est trop compliqué, c'est trop, voilà, pour son quotidien aussi, ça ne lui convient pas. Et donc, équilibre glycémique très mauvais depuis plusieurs années, et quand moi je le vois, alors, il avait 19 ans à ce moment-là, il avait une hémoglobine glycée à 14%, donc voilà, il est entre 12 et 14 depuis au moins 2 ou 3 ans. Et lui, il a des plus gros besoins, 80 unités par jour. Et il a fait plusieurs épisodes d'acidocétose. Qu'est-ce que vous proposez ?
Il ne travaille pas. Il a été déscolarisé. Enfin voilà, il y a un gros. En général, quand il y a des équilibres majeurs comme ça, souvent quand même il y a un gros problème psychosocial derrière. Et donc il était déscolarisé. Je crois que c'était en première, quelque chose comme ça. Il a arrêté. Et puis il reste à la maison, jeux vidéo, et voilà. C'est un peu le classique. Est-ce qu'il y a d'autres propositions pour ce cas clinique? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors même en dehors de... Parce que alors ça, je n'en ai pas parlé dans le précédent cas, mais en dehors de proposer une pompe ou pas pompe ou IF. Un soutien psychologique. Ouais, ça, je ne l'ai pas marqué, mais oui, c'est la première chose à faire, je suis d'accord. C'est très important. Ouais, très important, effectivement. Alors je l'ai fait, hein, mais pas voulu. En fait, je voulais insister sur ça. C'est qu'on a fait une rétinographie ou un fond d'œil. Parce qu'un gros déséquilibre majeur comme ça depuis plusieurs années, si on veut en plus envisager un rééquilibre glycémique, toujours faire attention aux yeux, d'accord? Donc là, il y avait en janvier 2019, une rétinopathie non proliférante minime aux 2 yeux. Bon, voilà, ça allait à peu près. On s'est dit qu'on pouvait commencer la pompe à insuline. Alors, qu'est-ce que vous proposeriez comme pompe? La question est à la salle. Non? Alors, donc, comme la précédente, j'ai commencé par la mesure continue de la glycémie. Il a accepté freestyle libre. Il a aussi accepté finalement la Medtronic 640. Donc là, je ne pouvais pas lui proposer de pompe patch, Omnipod ou Medtrom. Alors juste, je voudrais revenir sur Medtrom, je ne sais pas ici ce que vous avez, mais je sais qu'il y a le réservoir 300 qui va bientôt sortir, en tout cas en France, en janvier. Mais pour l'instant, c'est réservoir 200, donc voilà, lui n'était pas éligible aux pompes patch. Révision de l'insunothérapie fonctionnelle. Donc nous, on fait ça sur 4 jours. En hôpital 2 semaines, dans un hôpital hors les murs, où vraiment c'est démédicalisé, c'est vraiment, on essaye d'accueillir les gens au mieux. Voilà, donc il accepte ça, ok, on a fait ça en février. Mars 2019, amélioration de l'équilibre glycémique assez rapide, avec une hémoglobinité qui diminuait de 14 à 10%. Donc on s'est dit c'est plutôt bien, c'est pas non plus trop rapide, bon c'est pas mal, mais alors le problème c'est qu'il y avait une grande variabilité glycémique avec une alternance hypo-hyperglycémie, et en fait d'un coup il s'est plaint d'une baisse d'acuité visuelle. Et donc on fait un fond d'œil en urgence, et rétinopathie diabétique non proliférante sévère, et œdème maculaire sévère bilatéral. Donc là on était un petit peu dépité. 20 ans en plus, c'est très jeune quand même hein, pour faire de telles complications. Donc il est passé aux injections intravitréennes. Et donc on s'est dit que c'était peut-être finalement, même de 14 à 10, c'était trop rapide. En tout cas, bon, pourtant on avait fait une révision de l'IF, hein, mais il y avait trop d'hypo probablement, hein, parce que vous savez que c'est aussi beaucoup les hypoglycémies qui peuvent faire décompenser les rétinopathies. Donc on en est là. Qu'est-ce que vous proposez à ce stade-là ? En tout cas, qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce que vous arrêtez la pompe? Qu'est-ce que vous faites? Il faut arrêter la pompe dans ce cas. Il faut arrêter la pompe. C'est-à-dire revenir à un schéma basal bonus, plus le CGM. Et pourquoi on arrêterait la pompe? Parce qu'on risque d'aggraver la rétinopathie. Ah, je sens qu'il y a une émulation. Il y a quelqu'un qui veut parler, j'ai vu qu'elle lever la main, non? Déjà, merci beaucoup pour votre présentation. Je propose par contre de garder la pompe, mais de changer les pourcentages de cible. Pour le garder dans les 10% à peu près. Mais je suis pour garder la pompe. Ah, il y a un monsieur qui veut parler aussi. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, ce que je propose, c'est une boucle fermée devant la variabilité glycémique. Et comme ma collègue a proposé, d'augmenter les cibles. Alors la boucle fermée, vous savez qu'on ne peut pas trop augmenter la cible. Et du coup, le risque de le mettre maintenant, c'est qu'on passe de 10 à 7-8%.
Mais on va en reparler après justement. Mais je suis d'accord avec madame. On peut maintenir la pompe parce qu'en fait le risque quand même c'est que les injections c'est que ça reparte sur 14%. Là de toute façon on a déjà diminué à 10%, mais l'idée c'est effectivement de mettre des objectifs glycémiques larges. Par exemple ce dont je vous ai parlé là, les réglages dans la pompe, facteur de correction, objectif glycémie cible. Et puis seuil de correction, ça vous pouvez les régler dans la pompe et vous les mettez au plus haut et vous dites au patient de sous-estimer les glucides ou bien vous augmentez les ratios tout simplement, enfin vous faites des ratios avec des doses moins importantes pour que l'équilibre soit progressif. Évidemment un suivi rapproché avec, alors nous on a la télésurveillance maintenant qui s'est beaucoup développée, donc ça permet d'avoir des téléconsultations notamment avec les infirmières. Par exemple, ça peut être une fois par mois. Et on se repose beaucoup sur les prestataires aussi, qui parfois sont très aidants là-dedans et qui permettent d'avoir un suivi rapproché. Pardon, excusez-moi, c'est bon. Voilà, donc suivi rapproché, on met tout pour qu'on l'encadre en fait ce patient. Avec donc télésurveillance et consultation infirmière prestataire. Voilà, il faut que tous les 15 jours, 3 semaines, il ait une évaluation. Voilà, et évidemment, poursuite du suivi ophtalmo avec ces injections. Là, ce qui est quand même rassurant au niveau ophtalmo, c'est qu'il a été quand même rapidement pris en charge. Et il suit tous les mois, il va faire son injection intravitrine et de toute façon, c'est traité. D'accord ? De toute façon, c'est un peu trop tard, presque. Il faut quand même améliorer l'équilibre glycémique pour pas non plus que ça s'aggrave. Oui. Oui. Pour la catégorie, pour les jeunes adolescents, est-ce qu'avec ces cas pareils, au départ, anticiper, avoir un objectif de 14 à 12, au départ, avant le... c'est pas la peine de chercher le 10% au départ, même si on a un fond 2 qui n'a pas de rétinopathie sévère. C'est une tranche d'âge où il y a un risque d'aggravation. Donc l'objectif dès le départ, on fixe la pompe, les objectifs dès le départ qu'ils soient élevés, et après on descend progressivement. Et c'est à partir de combien de mois? 3 mois, 6 mois? Et je suis d'accord avec vous complètement sur la théorie, mais c'est très difficile en pratique. C'est ce qu'on essaye de faire, mais c'est très difficile parce qu'en plus, quand on a des jeunes qui sont finalement disposés à se reprendre en main, en fait, les jeunes, c'est un peu tout de suite. Mais c'est normal, voilà, et puis c'est très bien, mais ils ont une envie de reprendre les choses et en fait, spontanément, ils vont vouloir vite redescendre. Donc c'est de l'éducation, effectivement, alors à dire que c'est pas grave s'ils sont encore à 250 en moyenne, c'est ce qu'on cherche, 250, même voire 300, parce que quand on part de 400, 500. Donc je suis d'accord avec vous, mais en pratique c'est compliqué. Mais voilà, il faudrait faire un gros travail d'éducation là-dessus, d'être très vigilant et toujours se suivi rapproché en mettant tout de notre côté pour encadrer l'équilibre glycémique progressif. Et puis, chez ce patient, qu'est-ce que ça donne le CGM? Qu'est-ce que ça donne chez lui, à part la variabilité? Alors, j'ai mis après. Enfin, j'ai pas mis tout, mais... Donc, en mai 2022, donc ça, cet épisode, c'était 2019. Donc, on essaye de faire ça, mais en fait, on n'y arrive pas trop. Il y a encore un déséquilibre glycémique chronique, avec des hémoglobines liquides en fait, qui stagnent autour de 10%. Donc on est content, on n'a pas non plus aggravé la rétinopathie, mais en termes d'équilibre métabolique, c'est pas ça. Donc ça, c'est les rapports LibreView avec le freestyle libre. C'est vrai que j'ai pas mis les courbes là, mais je vous allez en avoir tout à l'heure. Voilà, ça c'était en mai 2022, vous voyez, sur 3 mois. Alors, temps d'activité du capteur, hein, vous avez vu, donc c'est combien? Il est 24% du temps, donc il ne met pas beaucoup son capteur non plus. Et sur ces 24% du temps, il a 11,8% d'hémoglobine liquide. Voilà, bon, on n'y est pas. Parce qu'on constate aussi qu'il n'a pas une grande variabilité, c'est 37. Oui, tout à fait. Ah bah, il est tout le temps en hyper, quoi. Vous voyez, 76% du temps au-dessus de 250. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on a la pompe, on a le capteur qui utilise moyen, on stagne, mais bon... alors, je ne l'ai pas mis, j'aurais peut-être dû le mettre, mais il a aussi une microalbuminurie
qui est apparu. Donc je lui ai prescrit un inhibiteur de l'enzyme de conversion qu'il prend quand il veut le prendre, mais voilà, on a ça aussi dans l'histoire. Pardon ? J'ai envie de poser 2 questions. La première, je pense qu'actuellement avec les nouveaux Holter, je pense qu'on n'aura pas le problème de temps d'activation des CGM, parce qu'ils sont activés automatiquement. Et je pense que vu le profil de ce patient, je pense que qu'il sera un bon candidat pour les greffes de cellules bêta. Je pense, vu qu'il est encore jeune, avec un diabète qui est très compliqué. Et j'aurais bien aimé avoir... D'ailleurs, j'ai compris, par ailleurs, pourquoi vous n'avez pas détaillé les objectifs en matière de tir, de TBR, parce que déjà, le patient n'avait pas porté son Holter pendant une longue période. Merci. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas détaillé ça, mais ça on le voit en général à la mise sous pompe avec le capteur. On voit les objectifs ensemble. Après, oui, voilà, sur le temps d'activité du capteur. Alors, en fait, c'est pas que. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi parce qu'il se scannait pas à l'époque. Maintenant, en fait, avec la mise à jour du freestyle libre, il n'y a plus besoin de se scanner. C'est comme le Dexcom. On a la glycémie en théorie en continu. Alors après, il y a quand même pas mal de pertes de signal. Là, on commence à avoir un petit peu de recul. C'est pas non plus parfait, mais en tout cas, effectivement, c'était l'époque où il fallait se scanner, et donc il le mettait et il se scannait pas. Ou alors, il y a des fois aussi, il porte pas le capteur en fait. Et après, pour la greffe, ben, c'est un petit peu tôt quand même pour la greffe. Bon, alors déjà, en plus, il y a des complications qui sont encore au stade actif. Donc, la greffe des îlots, vous savez que, alors de toute façon, il l'auraient pas eu tout de suite, mais ça permet en général quand même un équilibre assez majeur en peu de temps, et donc le risque c'est vraiment alors là que les complications elles flambent, voilà. Donc il faut déjà stabiliser un peu les choses avant la greffe d'îlot. Il faut toujours quand même que l'équilibre glycémique avant la greffe soit un minimum, que ce soit un petit peu mieux, et stabiliser les complications. Et de toute façon, la greffe d'îlot, c'est surtout un diabète instable en fait, les indications. Donc avec une grande variabilité hypo-hyper, avec surtout des hypoglycémies sévères. Ça, c'est vraiment l'indication de la greffe. Et là, en fait, il faisait jamais d'hypoglycémie. C'était pas son problème. Et la variabilité n'était pas très importante. Donc, en fait, nous, bah, c'est ce que le monsieur a dit tout à l'heure. On en est venu, puisque en 2021, ça y est, les systèmes de boucles semi-fermées ont été remboursés en France. Donc, on lui a proposé la boucle semi-fermée Control IQ, avec, encore une fois, une révision du comptage des glucides lors d'une semaine de formation. La poursuite du suivi ophtalmo-reproché, ça je vous l'ai dit, parce que évidemment le risque, comme je l'ai dit, c'est que l'hémoglobine liquée passe très rapidement à 8%. Et bien en fait c'est un peu ce qui s'est passé. Donc là c'est la courbe, les résultats avec la boucle fermée, la boucle semi-fermée. Donc c'est quand même pas trop mal, parce qu'on a quand même réussi à... parce que franchement parfois on passe de 10 à 7% avec la boucle semi-fermée quand les patients sont motivés. Là, quand même, alors, en fait, l'astuce, enfin, la recommandation, quand il y a une complication comme une rétinopathie, pour élever les objectifs de glycémie, c'est de passer en mode activité physique. Ça, c'est pour Control IQ. D'accord ? Il y a un mode activité physique qui permet d'élever la cible glycémique à 180 au lieu de 120. Mais en fait, c'est pas suffisant. Donc ça, on l'a fait avec Joey. Pas suffisant du tout, en fait. Ça corrige quand même beaucoup la glycémie, et il faudrait, ça on est un peu en train d'en discuter, qu'il y ait un mode, pas rétinopathie préexistante ou quelque chose comme ça, pour vraiment faire un équilibre beaucoup plus progressif avec les boucles semi-fermées. On a beaucoup de difficultés là-dessus. On est en train de faire une étude justement pour voir les patients qui sont passés d'hémoglobine liquée très élevée à très basse en peu de temps, s'il y a eu une aggravation des rétinopathies ou une apparition des rétinopathies, parce que quand même, c'est pas mal ressorti de notre expérience. Bon voilà, bon, nous on était quand même plutôt satisfaits, 8,5% d'hémoglobine liquée, 52% dans la cible, en tout cas, voilà. Il se trouve aussi que sur le plan psychosocial, ça allait mieux, donc il y a quand même ça à tenir en compte. Hein. Voilà, c'est toujours un facteur très important dans la prise en charge du diabète de type 1 des jeunes. Et septembre 2022, en fait, Joey malheureusement arrête la boucle semi-fermée parce qu'il a dû
un problème pour poser ses cathéters parce qu'il n'arrive plus à bien voir. Alors, sa rétinopathie est restée stable. Bon, on était déjà à un stade élevé, mais voilà, il a toujours ses injections intravitrènes et c'est stabilisé, il se suit bien, mais il a des séquelles visuelles et du coup, il a du mal à changer ses cathéters, il en a marre, il galère et donc il veut arrêter la boucle fermée. Donc c'est vrai que nous, on s'est dit ah non, c'est pas possible, on va repasser à 10%. Et donc, en fait, il faut pas hésiter. Enfin, nous, c'est ce qu'on a fait. On a proposé une infirmière à domicile qui vient lui poser les cathéters tous les 3 jours. Voilà. C'était un peu une négociation parce qu'il avait l'impression d'être moins autonome d'un coup. Mais en fait, comme il voyait à quel point la boucle semi-fermée l'avait bien équilibrée, il était OK. Et donc, ça, c'est la dernière fois que je l'ai vu, le 30 juin. Hémoglobine glycée à 7,4%. 68% du temps dans la cible, on est quasiment dans les objectifs des recommandations. Donc quand même, on est très content. Enfin, vraiment, c'est un peu, franchement, une victoire, je trouve, même si il y a la rétinopathie, mais de toute façon, la rétinopathie serait probablement arrivée dans tous les cas. Après, peut-être que ça aurait été moins sévère, mais avec un 14% pendant des années, bon. Et dernière diapo pour vous montrer les courbes de boucle semi-fermée, donc de ceux de Joé. Donc là, c'est juin, voilà, début juin 2022. Donc c'est juste après c'est un mois après avoir mis la boucle semi-fermée, d'avoir fait la révision de l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc vous voyez comment ça se passe. Donc là, la bande bleue, ça montre que la boucle fermée est bien activée. Là, c'est en rouge la déclaration des glucides de Joé à chaque repas, avec le débit de base qui est modulé en fonction de la glycémie, en fonction de l'algorithme. Les microbolus automatiques, quand il y a un petit A, c'est des bolus automatiques. Et ça, c'est le bolus qu'il a validé avec son assistant bolus. Donc l'avantage de la boucle semi-fermée, c'est qu'il n'a plus qu'à rentrer les glucides. La glycémie, elle est déjà automatiquement rentrée. Et voilà les résultats que ça donne. Vous voyez, là, il y a 65% à la cible, ouais, c'est ça. Voilà, et ça, c'est une autre courbe. Plus tard, 1 an plus tard, donc là, il a 75% dans la cible. Et vous voyez, il déclare plus ses glucides. J'ai pas coupé, hein, il ne déclare plus ses glucides. Et vous voyez les résultats ? Voilà, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, alors il y a vraiment eu aussi une actualisation avec les mises à jour des nouveaux algorithmes qui sont un petit peu plus performants, mais en fait surtout, il a réduit ses apports alimentaires, glucidiques notamment, il fait beaucoup moins de grignotage, il mange moins en quantité, et ça, en fait, ça change tout. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand il y a moins de 20 grammes de glucides consommés, si on ne les déclare pas, ça n'a aucune incidence sur la glycémie. Et c'est au-delà de 80 grammes où il y a vraiment une différence significative sur la glycémie. Donc en fait, la question c'est est-ce que l'IF aura encore un intérêt à l'avenir avec les boucles semi-fermées? Je ne sais pas si vous voulez discuter de ça. C'est une très bonne question pour finir cette présentation. Mais dans notre contexte, on a du chemin à faire pour avoir déjà les pompes. Ouais. Parce que malheureusement, on a du mal à proposer, c'est-à-dire on a énormément d'indications pour les poses de pompe, mais en raison du non-remboursement du coût et du coût également du consommable, on n'arrive pas à mettre beaucoup de pompes. Donc on se contente de l'IF, du CGM et c'est déjà du schéma basal-bolus dans la majorité des cas, mais parfois on arrive à en mettre et à avoir de très bons résultats. Une question? Oui. Micro s'il vous plaît. Micro. S'il vous plaît, j'ai deux questions concernant Joé. Sur le plan ophtalmo, est-ce que sa rétinopathie est restée stable? Oui, sa rétinopathie est restée stable. Et la deuxième, est-ce que la pompe à patch Medtrom est remboursée en France? Est-ce que la pompe patch Medtrom est remboursée en France? Oui, depuis pas très longtemps.
Du coup, on n'a pas énormément nous, on a, je pense, peut-être moins d'expérience que vous dans la Medtrum. Enfin, c'est tout récent, c'était un peu moins de 6 mois, il me semble. Et en plus, il y a eu un arrêt de commercialisation de la Medtrum parce qu'il y a eu une histoire avec Insulet, Omnipod, bref. Donc, voilà, moi, j'ai 7 ou 8 patients, peut-être 10 maximum sous Medtrum. Donc, on commence tout juste à avoir un peu de recul. Voilà. Moi, j'ai une question, pardon. Pour la rétinopathie ? Oui, c'est stabilisé, la rétinopathie. Oui, docteur Boulemaï. Pour Joy, il a une rétinopathie et vous avez maintenu la cible à 0,70, 1,80. Est-ce qu'il ne fallait pas augmenter les valeurs de la cible à 1 gramme par exemple? Si, c'est ce qu'on a fait en fait quand on a mis la boucle, quand on a mis la boucle semi-fermée. On a mis le maximum qu'on pouvait faire, c'est-à-dire mettre le mode activité physique qui élève la cible glycémique à 180. Mais en fait, sur les courbes, l'objectif, la plage cible est à 70-180, mais c'est juste la courbe de glycémie. Mais l'objectif sur la pompe, il était bien mis à 180. On ne peut pas faire plus. Dans votre pratique, qu'est-ce qu'il y a une différence entre la 780G et la Diabloop en termes d'efficacité, en termes de retour des patients? Est-ce que c'est plus pratique d'avoir l'une ou l'autre? Alors Diabeloop, les patients sont contents parce que c'est la seule pompe patch en boucle fermée qui est remboursée en France. Enfin, qui était, alors pour l'instant, il y a eu une grosse suspension de Diabeloop depuis quand même un moment. On en a réintégré quelques-uns là récemment parce que l'hôpital sud-francilien, c'est un des centres investigateurs. Mais ils ont eu beaucoup de difficultés avec la pompe Kaleido. Mais sinon, les quelques patients qu'on a eus sous Diabeloop étaient très satisfaits parce que c'est une pompe patch qui est petite et qui était très efficace. Et l'avantage de Diabeloop, c'est que pour les glucides, justement, en fait, il y a une option où on ne met pas les glucides. On met je mange plus que d'habitude, je mange comme d'habitude ou je mange moins que d'habitude. Donc c'est quand même beaucoup moins fastidieux pour eux. Alors c'est peut-être un peu moins optimal en termes d'équilibre glycémique, mais c'est une option qui est plutôt pas mal. Et la Medtronic, ça a des très très bons résultats. Le seul problème qui fait obstacle parfois, c'est en fait le fil pour certains patients. Voilà. Donc je crois qu'il n'y a plus de questions dans la salle. Je vais passer la parole à ma collègue. Je termine juste la conclusion, les derniers messages et après. Donc la pompe à insuline, ça présente des avantages certains, en particulier en cas de diabète déséquilibré ou instable, des situations particulières de la vie, chez des sportifs par exemple. Mais l'avènement de la mesure continue du glucose et des analogues performants de l'insuline humaine ont aussi révolutionné l'insulinothérapie et les boucles fermées par la suite. L'insulinothérapie fonctionnelle, c'est une approche qui est vraiment globale, qui permet d'améliorer surtout la qualité de vie du patient en le rapprochant d'une vie normale, grâce à l'adaptation du traitement à son mode de vie et à une liberté alimentaire qui est essentielle. Enfin, vraiment, moi, je veux dire que c'est vraiment ça le message, c'est que l'IF, c'est pas forcément du résultat, c'est vrai, permanent, mais voilà, c'est un outil thérapeutique qui doit être un peu dans leur bagage et pour les aider quand ils en ont besoin. Et donc, la pompe à insuline et la pratique de l'IF peuvent être proposées étape par étape. Vous avez vu dans les cas cliniques, c'était ça que je voulais, c'est qu'il faut aussi être patient parfois. Il y a des patients qui sont pas prêts et en fait, 1 an ou quelques mois après, finalement, ça a mûri dans leur tête. Il y a des choses qui ont changé et on peut leur reproposer. C'est pas immuable. Et voilà. Et j'insiste sur le fait que ce choix reste quand même avant tout celui du patient. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Joliet.